La façon dont on étudie une civilisation, ça peut être une forme de pouvoir, vous savez. C'est une question assez explosive en fait, et elle est au cœur de l'histoire fascinante et très controversée des études sur l'islam. On va parler d'une discipline qui a dû se regarder en face, vraiment, pour se réinventer complètement. Alors, on est au 19e siècle, en Europe. Et là, une question complètement radicale commence à émerger. On ne se demande plus seulement « bon, qu'est-ce que le Coran nous dit ?» Non, des penseurs commencent à poser une autre question. Mais en fait, qui a écrit le Coran et quand? On voit le changement? On aborde un texte sacré non plus être la foi, mais avec les outils de l'historien, du linguiste. C'est un pari vraiment audacieux qui va donner naissance à un tout nouveau domaine de connaissance. Et cette nouvelle discipline, on lui a donné un nom, l'islamologie. L'ambition, franchement, elle était radicale. Il s'agissait de traiter l'islam non pas comme une vérité à laquelle on doit croire, mais comme une civilisation à comprendre. Dans sa totalité, avec ses textes, son histoire, ses cultures, l'idée, ce n'était pas de prêcher, ni de critiquer pour critiquer. Non, le but, c'était d'analyser. C'était une vraie révolution intellectuelle à l'époque. Mais voilà, cette naissance, elle n'est pas si simple. Elle a un double visage en quelque sorte. D'un côté, une ambition intellectuelle absolument immense, et de l'autre, une part d'ombre. Un contexte historique qui va, disons, tout compliquer. Franchement, il faut imaginer le choc à l'époque. Pour la toute première fois, des érudits européens, des gens comme Noldeke ou Goldziher, osent faire quelque chose d'impensable. Ils traitent les textes fondateurs de l'islam comme de simples objets d'étude. Rien de plus. Ils se mettent à disséquer la grammaire du Coran, ils essaient de dater les sourates, ils remettent en question la fiabilité des hadiths. Bref, le sacré devient une archive historique. C'est une rupture, mais une rupture totale. Le problème, c'est que cette révolution intellectuelle, elle ne s'est pas passée dans une bulle, dans une tour d'ivoire, pas du tout. Elle est née en plein apogée du colonialisme européen. Et ça, ce n'est pas un détail, ce n'est pas un hasard, parce que ce savoir tout neuf sur l'islam, il servait aussi d'outil. Un outil pour les empires qui voulaient administrer et bien sûr dominer les populations musulmanes. Savoir et pouvoir. À ce moment-là, les deux étaient complètement liés. Et pendant près d'un siècle, ce modèle a l'air de tenir la route. Personne ne le remet vraiment en question. Mais arrivent les années 70. Et là, un livre va faire l'effet d'une bombe. Une véritable bombe qui va faire voler en éclats toutes les certitudes de la discipline. Celui qui allume la mèche, c'est un critique littéraire, Edouard Saïd, avec son livre « L'orientalisme ». Sa thèse, elle est simple, mais elle est absolument dévastatrice. Il dit quoi en gros? Il dit que tout ce savoir européen sur l'Orient n'était pas du tout objectif. C'était une construction, une caricature d'un Orient imaginé comme exotique, irrationnel, immobile, une image qui, au final, qu'on le veuille ou non, servait à justifier la domination occidentale. Quand on y pense, le contraste est vraiment saisissant. D'un côté, on a la vision orientaliste, l'islam c'est un peu comme une pièce de musée, c'est figé dans le temps et c'est observé de l'extérieur par un expert, occidental bien sûr. Et de l'autre côté, on a la nouvelle exigence, la vision postcoloniale, voir l'islam pour ce qu'il est, c'est-à-dire une civilisation vivante, diverse, et surtout, écouter enfin les voix qui viennent de l'intérieur, tout en gardant à l'esprit bien sûr les rapports de pouvoir. Alors là, avec un choc pareil, la critique de Saïd, la discipline a été forcée de faire un gros travail sur elle-même, une profonde introspection. C'était clair, on ne pouvait plus continuer comme avant. Le choix était simple, se réinventer ou disparaître. La bonne vieille boîte à outils, celle qui se concentrait uniquement sur les textes anciens, elle ne suffisait plus. Du tout. Les chercheurs ont donc dû l'agrandir. Ils y ont ajouté quoi? L'anthropologie, pour aller voir comment l'islam est vécu au jour le jour. La sociologie, pour comprendre les dynamiques sociales. Et puis, et ça c'est absolument crucial, les études de genre, pour enfin donner une voix à la moitié du monde musulman qui avait été totalement ignoré, les femmes. Cette petite chronologie, elle résume bien tout le chemin parcouru. C'est assez fou, hein? On part des pionniers allemands du 19e, on passe par l'explosion provoquée par Saïd en 78, et puis on commence à voir émerger des voix critiques qui viennent de l'intérieur même du monde musulman. Je pense à des gens comme Mohamed Harkoun par exemple. Et tout ça nous amène à aujourd'hui à un champ d'études qui est devenu complètement mondialisé et beaucoup plus diversifié. Le changement, il est donc total. Vraiment, le projecteur s'est déplacé. On est passé des vieux manuscrits aux gens, aux sociétés vivantes. Et ce qui était un monologue européen, c'est devenu une véritable conversation mondiale. Une conversation où les voix viennent de Jakarta, du Caire, de Dakar, de Téhéran, tout autant que de Paris ou de Berlin. Bon, alors, après tout ça, après ces transformations longues et parfois douloureuses, à quoi ça ressemble les études islamiques aujourd'hui? Déjà, il y a un signe qui ne trompe pas. Le nom lui-même a changé. On abandonne de plus en plus le mot islamologie, parce qu'il est vraiment trop lié à ce passé colonial. Maintenant, on parle plutôt d'études islamiques. Et le S, à la fin, le pluriel, il est super important. Il est même essentiel. Pourquoi? Parce qu'il souligne justement la diversité.
Diversité des approches, des voix, des sujets. Ce domaine d'étude aujourd'hui, il est d'abord, je dirais, plus humble. Il est conscient de son histoire, de ses propres biais. Ensuite, il est beaucoup plus inclusif. On cherche vraiment à faire dialoguer les points de vue, ceux de l'intérieur comme ceux de l'extérieur. Et enfin, il est résolument tourné vers notre époque, vers le présent. Il n'a pas peur de s'attaquer à des sujets brûlants, l'islam politique, l'art contemporain, le féminisme islamique, tout y passe. Mais attention, hein, ça ne veut pas dire que tout est réglé. Loin de là. Le parcours n'est pas terminé. Il reste d'énormes défis. Par exemple, comment on fait pour éviter que la recherche soit instrumentalisée par la politique? Comment trouver le juste équilibre entre une critique scientifique nécessaire et le respect des croyances des gens? Et puis, très concrètement, comment on travaille quand l'accès aux archives, aux sources sur le terrain, est bloqué par des régimes autoritaires? Toutes ces questions, elles sont vraiment au cœur des débats en ce moment. Alors au final, si on prend un peu de recul, qu'est-ce que cette histoire un peu mouvementée nous apprend, au-delà même de l'étude de l'islam? Eh bien, la grande leçon, la voilà, c'est que la manière dont on étudie quelque chose est tout aussi importante que ce que l'on étudie. Nos outils, nos perspectives, d'où on parle, tout ça, ça façonne la connaissance qu'on produit. Il n'y a pas de savoir neutre, ça n'existe pas. Et c'est justement en acceptant ça, en ayant cette conscience critique de sa propre histoire, que ce domaine a trouvé sa véritable force aujourd'hui. Et finalement, toute cette histoire nous laisse avec une question beaucoup plus large. Parce que ce travail d'introspection, ce besoin de questionner son propre passé, ça ne concerne pas que les études islamiques. Pensez-y, l'anthropologie a dû faire face à son héritage colonial. La psychologie a dû revoir tous ses biais masculins. Alors la question c'est, quels autres domaines de la connaissance portent encore aujourd'hui, peut-être même sans s'en rendre compte, les cicatrices de leur naissance? La réflexion, elle, ne fait que commencer.